Entre deux bulles. Bienvenue à toutes et à tous dans le 14e épisode du podcast Manga Entre deux bulles. Je suis Mangakam et après 2 mois de pause, nous sommes de retour pour vous jouer un joli tour avec un thème libre aujourd'hui. Nous avons enchaîné plusieurs épisodes spéciaux avec des invités aussi intéressants que passionnés, mais pour cet épisode estival, on voulait revenir aux sources de ce podcast sans thème prédéfini. Ne vous inquiétez pas, des épisodes spéciaux reviendront à la rentrée. On profitera de l'été pour vous concocter tout cela. Trêve de bavardage, voici le programme du jour. Donc la lecture commune qui a été choisie, c'est La musique de Marie, qui est une proposition de moi-même. Donc c'est moi qui vous l'introduirai. Ensuite, on aura une présentation de Sounds of Life par Majdoulin, une présentation de Imizu par Emir le Magical Boy, une présentation du prix du reste de ma vie par Kurapika, et enfin un débat. Peut-on vraiment séparer la qualité d'une œuvre du plaisir qu'elle nous procure? C'est un débat qui a été proposé par Kurapika aussi, donc c'est lui qui l'introduira et ça risque d'être assez intéressant dans les arguments de chacun. Donc le podcast sera à nouveau en pause au mois d'août pour des raisons assez évidentes. Où c'est un mois où pas mal de gens posent des congés, donc on va se mettre en congé, nous aussi, côté entre deux bulles. Mais c'est une pause qui nous permettra de mieux préparer la suite et de contacter aussi nos futurs invités. C'est aussi le moment pour vous d'écouter ou de réécouter les 13 précédents épisodes si vous les avez ratés. Donc n'hésitez pas à nous donner un petit peu de force en mettant 5 étoiles sur Spotify. Le podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube, sur Apple Podcast et sur Deezer. Et après cette introduction, je vous propose de passer directement à notre lecture commune qui est La musique de Marie d'Ousamaru Furuya. Bon, déjà, avant de commencer à vous raconter un petit peu de quoi parle la musique de Marie, Ousamaru Furuya, pour ma part, c'est l'un de mes auteurs favoris. J'ai absolument tout ce qu'il a fait, tout ce qui est sorti en France. Et c'est un auteur, je trouve, qui arrive à faire varier les plaisirs, toujours avec ce côté très cru, très gore parfois aussi, hein. Mais dans la musique de Marie, je trouve que c'est justement un de ces mangas un petit peu à part. C'est-à-dire que on va être plus dans ce côté onirique. Et moi, c'est avec ce manga-là que je l'ai découvert, Ousamaru Furuya. Et j'avoue avoir été un petit peu décontenancé par ce que j'ai lu par la suite, un Litchi Ikari Club par exemple, que j'ai lu juste après, qui est pas du tout dans le même thème que la musique de Marie. Mais pour autant, j'adore quasiment l'intégralité de son œuvre. Et la musique de Marie, pour moi, est peut-être l'un des mangas les plus accessibles de l'auteur. Je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc on est dans un monde paisible où le progrès technologique semble s'être arrêté et on va suivre le jeune Kai qui grandit sur une île d'artisans entouré de sa meilleure amie, Fifi. Depuis toujours, les habitants vivent sous le regard bienveillant de Marie, une immense déesse mécanique qui traverse parfois le ciel. Mais depuis quelque temps, Kai est le seul à entendre la mystérieuse mélodie qui émane d'elle. Hanté par le souvenir d'un accident survenu durant son enfance, il commence à remettre en question les fondements de son univers et sa propre existence. À mesure que les secrets entourant Marie se dévoilent, il découvre que cette étrange musique est intimement liée à l'équilibre du monde et que son destin pourrait y être bien plus important qu'il ne l'imagine. Donc derrière ce synopsis assez mystérieux se cache un manga que j'ai trouvé très intéressant, de long en large. J'avais pas relu la musique de Marie depuis quelques années, pour ma part, et je m'y suis replongé avec un immense plaisir et des souvenirs très positifs plein la tête pour présenter cette lecture commune. Et lors de ma relecture, je me suis vite rendu compte que mes souvenirs ne faisaient même pas honneur à cette œuvre. La musique de Marie est une expérience à part entière, une vision du monde totalement pacifique qui explique cette paix permanente par l'absence de progrès technologique. La beauté du trait d'Ousamaru Furuya sublime son histoire. On a l'impression d'être dans un rêve, continuellement. On progresse dans l'histoire en découvrant les personnages de Fifi, de Kai, coincés dans un triangle amoureux avec une divinité nommée Marie. La religion prend tout son sens dans ce récit. La foi de Kai est très concrète, même s'il est le seul à l'apercevoir de cette façon. Le dernier chapitre, je vous en dis pas plus, hein, je vais pas vous spoiler, est magnifique et apporte une dimension encore plus spirituelle à l'histoire. Pour moi, c'est l'une des meilleures œuvres de Furuya, sans aucun doute, et une lecture presque indispensable. La musique de Marie fait partie de ces premiers mangas qui m'ont donné envie de sortir des sentiers battus, de sortir de ma zone de confort, et aura toujours
pour, toutes ces raisons, une place très importante dans ma collection. Voilà, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir lu, pour ces lectures communes ou s'il y en a d'autres qui ont pris l'occasion pour le lire aussi. Personnellement, c'était mon premier Furia. J'ai beaucoup aimé la musique de Marie, déjà grâce au dessin, surtout vers la dernière partie, des doubles planches avec un niveau que j'avais rarement vu. Il y a des retournements de situation que j'ai trouvé vraiment marquants. Je pense à une séquence en particulier vers la fin du manga. C'est assez onirique, presque confus parfois. J'ai l'impression que des fois on franchit quand même la limite entre l'implicite et le pas clair, peut-être. Maintenant, ça reste assez profond. On parle de thèmes presque philosophiques, de libre arbitre, de violence. Et c'est à souligner, je pense, pour un manga de musique. Parce que généralement, on est sur de la tranche de vie, de la romance, du drame. Euh, du coup, globalement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Et ça m'a donné envie de lire d'autres œuvres de l'auteur, même si je sais à quoi elles ressemblent. Merci pour ton avis, Kurapika. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie presque, mais la musique de Marie, c'est un manga aussi sur la musique, hein, puisque, c'est vraiment, par le son, que va s'exprimer cette divinité qui s'appelle Marie, surtout auprès de Kai. Et c'est vrai qu'à la base, on l'a pas expliqué en introduction de ce podcast, mais on devait faire un podcast en juin, qui était, le jour de la fête de la musique. Et puis finalement, faute de participants aussi et puis, des indisponibilités à droite à gauche, on ne l'a pas fait. Et justement, la lecture commune, de ce podcast était la musique de Marie, puisque le thème, du podcast était la musique, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu lire, la musique de Marie? Oui, moi je veux bien partager mon ressenti. Alors, j'ai lu l'œuvre l'année dernière parce qu'il revenait plusieurs fois dans ton Discord, en fait, Camille. Donc c'était vraiment une œuvre qui revenait et qui était décrite comme étant un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que je rejoins cet avis. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont, touchée dans cette œuvre. Déjà, je dirais qu'il y a énormément de layers. Il y a plusieurs, degrés de lecture. Il y a beaucoup de profondeur et de comment dire ça? Et de légèreté aussi. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit entre l'implicite et le fait qu'en même temps c'était très profond. J'ai été aussi, très, comment dire ça? J'en ai pris plein les yeux avec les dessins, que ce soit pour les différents paysages, mais aussi les tenues. J'étais très, très, très marquée par les tenues, alors que d'habitude je fais pas trop attention au fashion style des œuvres, mais là j'ai trouvé très, très, je trouvais les tenues très originales. Les interactions entre les différents personnages aussi, j'ai trouvé très authentiques et très, très simples en même temps. Donc je trouvais ça très rafraîchissant. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est pour ceux qui n'ont lu Le Jardin, qu'on revoit à la fin. Ça m'avait vraiment marqué et bien sûr, la chute, à laquelle je ne m'attendais absolument pas, vraiment. Donc voilà, pour mon ressenti. Merci Majdouline, c'est vrai que la chute est assez inattendue, et je trouve qu'elle apporte, une dimension encore plus spéciale à ce manga. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer sur la musique de Marie? Pas forcément que des avis positifs, hein, parce qu'on peut avoir aussi, ne pas avoir, forcément, aimé toute l'œuvre. Peut-être par rapport à la fin, j'ai compris dans les grandes lignes, mais je me demande s'il n'y aurait pas une ou deux petites incohérences qui seraient venues se glisser. Ça, je pense que c'est aussi un manga qui, qu'on apprécie encore mieux avec une deuxième lecture, finalement. Parce que ça reste quand même un plot twist qui est très important, finalement, qui est vraiment majeur, quoi. On est d'accord, hein, je pense que enfin, c'est sûr même pour l'avoir relu plusieurs fois, c'est un manga qui mérite relecture et c'est là qu'on va analyser peut-être plus les détails en en se disant: «Beh, comment ça se fait que j'ai pas vu avant, enfin que je l'ai pas vu venir en fait ce plot twist», en effet, hein. Alors je sais que Panda peut pas trop parler, mais je lis un petit peu son avis, donc lui c'est la 2e fois qu'il le lit. Et c'est pour lui un manga à part de Furuya et beaucoup plus accessible. Je peux le relire plusieurs fois à toutes les fêtes de la musique. Bah oui, oui, c'est l'occasion. Non, c'est clair que c'est l'occasion. Et pour aller un petit peu plus loin, puisqu'on parle de Furuya, moi je vous conseille d'autres titres aussi, de l'auteur pour en avoir lu un sacré paquet, dans un style totalement différent. Moi, un autre titre que j'ai adoré de l'auteur, c'est La déchéance d'un homme, qu'il n'est pas le seul à avoir repris, hein. C'est à la base un roman de Osamu Dazai, que j'ai lu aussi, et qui a été repris, en manga à la fois par Osamu Furuya,
en modifiant pas mal d'histoires, et aussi par Junji Ito. Moi, pour ma part, je préfère nettement la version d'Osamu Furuya, et je trouve qu'elle rend vraiment hommage à la version originale de Osamu Dazai. On a aussi d'autres histoires. On a Je voudrais être tué par une lycéenne, qui est un diptyque de Furuya. Alors le titre est assez étrange, mais au final, on a tout un scénario qui s'articule autour de ce titre, hein, puisque c'est vraiment autour de ce titre qu'on va aller creuser, et vraiment très intéressant dans un style totalement Furuya. On a La Croisade des Innocents aussi qui est plus récent de l'auteur, mais qui est tout aussi remarquable. Et puis plein d'autres titres, je pense à Litchi Carry Club, à Palais Poli aussi, qui est assez spécial dans sa construction, puisque c'est plein de planches assez courtes où Furuya va s'abandonner en fait à sa créativité. Et là, un que j'aime beaucoup, mais qui est très difficilement trouvable, c'est Tokyo Magnitude 8, qui va nous faire voir un Japon qui va subir un séisme, et va nous montrer en fait tout le côté, comment dire, chacun pour soi des humains. Et c'est très réaliste. Et moi j'avais adoré ce manga, c'est en 5 tomes chez Panini. C'est bon, comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile à trouver aujourd'hui, mais si vous arrivez à mettre la main dessus un jour, ou s'il y a une réédition un jour, bah, n'hésitez pas, parce que c'est un manga qui m'avait bien marqué. Et prochainement, on a la sortie d'un nouveau manga aussi de d'Osamu Furuya. N'hésitez pas à les soutenir, c'est chez Comics Initiative. Ils ont fait un Ulule il y a pas longtemps. Alors je sais pas s'il est fini ou s'il va être fini, mais ça s'appelle Shinju Mourir d'amour. Moi, je l'ai précommandé déjà, et puis j'ai très hâte de le découvrir. Voilà, c'était pour la petite parenthèse des autres œuvres de l'auteur. Est-ce qu'on retrouve toujours le même trait? J'ai trouvé le trait dans la musique de Marie très, comment dire ça, très, très particulier. Est-ce que ça évolue dans les autres œuvres, ou bien on peut facilement reconnaître que c'est le même auteur? Alors, on reconnaît facilement que c'est le même auteur, hein. C'est un trait qui, moi, je le reconnaîtrais entre mille, et c'est un trait qu'il a à peu près partout. Alors, sauf dans Palais Poli, où là, il va s'essayer à des traits très différents tout le long du recueil. Mais dans à peu près tous les mangas qu'il a fait, on retrouve quand même ce trait qu'on va retrouver dans la musique de Marie. En tout cas, c'est mon avis à moi. Mais ouais, c'est assez significatif par rapport à Osamu Furuya. Alors, tu vas avoir des mangas de sa jeune carrière où il n'a pas ce niveau-là de dessin. Par exemple, je pense à Genkaku Picasso, qui est aussi assez difficile à trouver, où le dessin est un Ok, peu moins fin que dans la musique de Marie. Mais voilà, on retrouve quand même souvent ce trait. merci. Avec plaisir. Je propose à toi, Majduline, de prendre la parole, puisque tu vas nous présenter Sounds of Life. Oui. Alors, je vais vous donner un peu de contexte avant de commencer à vous dire de quoi il s'agit et ce qui m'a plu dans ce manga. Donc c'est un manga qui se situe dans le contexte lycéen, et j'ai énormément d'a priori et de préjugés par rapport à ce genre de setup, parce qu'avec l'âge, je me disais que bon, c'était pas pour moi. Je pensais vraiment que je ne pourrais pas être touchée par ce genre de écosystème. Et c'est ma libraire qui a vraiment insisté pour que j'essaye. En fait, The Sound of Life, qui est un shonen. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que j'ai fini, je pense que quand j'ai commencé l'année dernière, il y avait peut-être 18 tomes qui étaient out. Donc, j'ai acheté les 18 tomes en 2 semaines, c'est-à-dire que dès que j'avais fini les 4 ou 5 tomes que j'avais lus, ben, je retournais pour prendre le reste. Et ça m'a vraiment surprise, parce que je pouvais même pas définir pourquoi est-ce que j'appréciais autant l'œuvre. Et donc, pour ce podcast, j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que cette œuvre m'avait autant touchée, et qu'est-ce qui me plaisait, justement. Donc, alors, maintenant je vais vous parler un peu pardon, je vais juste boire un peu d'eau, je suis en train de perdre ma voix. Je suis en train de perdre ma voix, sorry. Pas de souci. Faut s'hydrater, hein, important. Oui, clairement. Et désolée pour le franglais, hein. Je pense qu'il y aura de plus en plus de franglais quand je vais parler de manière générale, comme j'ai requitté la France là. Mais voilà, alors le contexte.
En fait, on est au lycée où il y a un groupe de koto qui se crée. Donc le koto est un instrument, musical, japonais, traditionnel, qui n'est pas forcément, très populaire ou très trendy, de nos jours et qui est vu au Japon comme plutôt, pratiqué par les personnes, du troisième âge. Donc on est dans un club de koto et on suit un groupe de personnes ou un club qui commence à grandir, qui commence à et c'est de là qu'on retrouve un peu l'esprit, shonen. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, ce qui m'a le plus, touchée, c'est que de manière générale, je pense que je suis une personne qui préfère j'ai plus d'appétence pour les récits où on voit l'évolution des personnages plutôt que dans les récits où il y a énormément d'action. Et là, je trouve que l'évolution des personnages est très belle et très authentique parce qu'elle est, réaliste et ce que j'entends par réaliste, c'est que on rencontre plusieurs personnes avec, des défauts, des baggages, comme on dit ou des traumas plus ou moins forts. Toutes les informations pour chaque individu est distillée au cours des volumes, donc c'est fait de manière très naturelle et on apprend à les connaître petit à petit. Donc, on n'a pas cette impression donc on a l'impression vraiment d'évoluer avec eux. Une chose aussi qu'on retrouve beaucoup, c'est que, il y a cet, esprit de dépassement de soi qui est très présent, mais encore très, très réaliste parce que, on a beau essayer de se dépasser, les résultats peuvent être, vraiment, comment dire? Très mauvais. Et en fin de compte, est-ce que c'est le résultat qui compte ou vraiment le fait d'essayer de se dépasser, d'essayer comment dire ça? De se surprendre aussi et hem et d'intégrer ce groupe, ce club. Hem, donc par rapport aux personnages, leur interaction, elle est encore une fois très, très, enfin, c'est très authentique, c'est très, comforting, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un esprit où, même s'ils sont pas forcément passionnés par la musique, le fait de vouloir se dépasser, le fait de vouloir intégrer un groupe avec des personnes qui pourraient être un peu les pestiférés, du lycée, fait que l'amour pour la musique vraiment, entre en jeu. Une autre chose qui m'a énormément aussi, touchée, c'est qu'on retrouve plusieurs personnes de différentes, classes sociales et je trouve ça toujours intéressant. Des personnes qui ont des chemins de traverse et qui se retrouvent à un endroit X, un peu par hasard, mais qui doivent faire, avec et une évolution vraiment, c'est vraiment l'évolution des personnages qui m'a le plus plu. Le rythme est très, très soutenu, donc vraiment on veut toujours savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour réussir à apprendre tel morceau ou à se confronter à d'autres écoles. Donc, en fin de compte, ça ressemble vraiment à un shonen, mais vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est que j'aime les retrouver. J'aime l'ambiance. J'ai l'impression de faire partie de ce club, hein, je pense. Et, cet amour pour le koto aussi, c'est très difficile de retranscrire la musique en papier. Et je trouve ils arrivent ou l'auteur arrive vraiment à retranscrire, le rythme, l'intensité, l'émotion que génèrent aussi, les morceaux, ce qui fait qu'au bout du compte, je me suis mise à écouter des morceaux de Koto. Et là, c'est un peu, comment dire ça? Je pense que, mon argumentaire n'est pas très structuré, mais il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre pourquoi, est-ce que j'aimais cette œuvre. Et vraiment, je pouvais pas dire pourquoi je donc that's the best I could do et ça m'a vraiment surpris. Je pense que j'ai été très touchée parce que c'est la première fois de manière générale, j'aime, analyser les œuvres, je sais pourquoi je les aime ou je les aime pas, je connais un peu mes goûts et je trouve que c'est vraiment l'un des mangas qui m'a pris par surprise, je dirais. Donc voilà, je me demandais si d'autres personnes, avaient eu l'occasion de, lire Sound of Life.
Merci pour ta présentation, Majdouli. En tout cas, moi, c'est vrai que, Sounds of Life, j'en entendais parler comme, l'un des meilleurs mangas du catalogue d'Akata. Et ça m'intéresse aussi, même si je t'avoue que le nombre de tomes, me freine un peu, mais tu me diras, plus tard si ça les vaut. Moi, la question que j'avais, c'était, j'ai lu d'autres mangas de musique, comme Blue Giant, par exemple, et je me demandais si, l'intensité de la musique avec, ces traits que nous apporte l'auteur de Blue Giants étaient exprimés de la même façon dans Sounds of Life. Est-ce que c'est via le dessin aussi, via cette intensité du dessin que tu ressens la musique? D'accord, donc je vais répondre aux 2 questions. Le premier par rapport au nombre, par rapport au nombre de tomes. Donc, ça se lit extrêmement vite. Je pense qu'un manga, tu le lis pour Sounds of Life en 30 minutes. Donc c'est beaucoup plus rapide que, Blue Giant, par exemple. Ensuite, Blue Giant, moi, j'ai lu que la partie où ils sont en Allemagne, donc où c'est des adultes. Et je trouve que, étant donné qu'ils ont des audiences beaucoup plus grandes, on voit beaucoup l'impact de la musique sur l'audience qui est présente, ce qu'on retrouve moins, dans Sounds of Life. Je trouve qu'on sent plus l'impact que la musique, a sur eux lorsqu'ils performent. Donc je trouve que c'est, différent. Je trouve aussi étant alors je sais pas, j'ai pas lu Blue Giant, le 1er, comment dire ça? La première série quand il était encore, lui-même au lycée. Mais là, comme il s'agit de, c'est pas des adultes, mais c'est des lycéens, les enjeux sont quand même beaucoup moins importants que pour, Blue Giant. Donc il y a un peu moins de, comment dire ça? C'est quand même un peu plus léger, je dirais. D'accord, OK. Bah, merci pour ta réponse. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont pu, lire, Sounds of Life? Oui, moi, mais en fait, je suis d'accord parce qu'en fait, c'est plus axé sur, justement l'évolution des personnages. C'est un shonen, et comment dirais-je? Le dépassement de soi, dépasser des préjugés et cetera. La musique, quelque part, elle est presque secondaire, en fait. Enfin, d'après le premier tome, je n'ai pas encore lu le reste. La musique après devient, de plus en plus prépondérante, mais c'est vrai, ce que tu dis dans le sens où, tout au fil, des tomes, on voit plus l'impact de la musique par rapport à ceux soit qui l'a créé, donc qui écrivent, ou soit ceux qui la jouent. Donc l'écosystème un peu plus restreint, je dirais, que dans Blue Giant, pour ce que j'ai lu. Néanmoins, je me suis plus facilement attachée au personnage dans Sons of Life que dans Blue Giant, que j'adore aussi, hein. Bien sûr, hein, c'est difficile de comparer des œuvres, mais il y a quelque chose de, I don't know, d'un peu un peu d'innocent, un peu de, se battre contre l'adversité, un peu plus peut-être que c'est des gens plus jeunes, donc ça, je sais pas, j'ai un autre regard par rapport à Blue Giant, où aussi ils doivent faire face à l'adversité, mais c'est des adultes, donc je sais pas. C'est désolée, il faut que je réfléchisse à la question, plus longuement, Camille. On peut en rester là. Ça marche. Merci en tout cas, pour cet avis, Majdouline, c'est intéressant. C'est vrai que ça donne envie de se lancer dans ce genre de manga et quand ça suscite le débat comme ça veut dire que c'est, ou la réflexion, ça veut dire que c'est pour moi un manga qui mérite en tout cas d'être lu. Donc merci beaucoup. Je vais, maintenant passer le micro à Émir le Magical Boy pour, la présentation de Dimizu. À toi Émir. Super, merci. Donc moi, je vais vous présenter Imizu. Donc c'est un manga qui m'a été conseillé par un ancien, du Discord et il me l'a conseillé parce que j'avais dit que je détestais, Boni Pon Pon. C'est une lecture où j'ai pas du tout accroché. J'ai été assez hermétique, aux expériences, à l'évolution et cetera du personnage principal qui est Pon Pon. J'ai pas du tout vécu la même chose. En fait, au fur et à mesure de la lecture, je voyais que j'arrivais pas à accrocher à ce qui se passait et quand je lui en ai parlé, il m'a conseillé, Imizu qui traite un peu des sujets un peu similaires mais d'une façon un peu différente. Et hem et donc du coup, j'ai commencé, c'est en 4 tomes. C'est, disponible chez Akata dans la collection What the Fuck. C'est publié en 2019 et ça raconte l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Sumida et qui a une vie, très difficile. Il est très, très pauvre. Il vit avec sa mère. Son père, les a abandonnés quand il était très jeune
et ils vivent, grâce à la location, de bateaux sur un lac. Il aspire à avoir une vie, très normale. Il aspire pas à grand chose, il a une petite bande de potes. Au début, il a un meilleur ami, puis au fur et à mesure du tome et cetera, du premier tome, on voit qu'il y a d'autres personnes qui se rajoutent, notamment une fille qui va devenir assez importante au cours de l'histoire et heu et au cours du premier tome, sa mère l'abandonne également et là, c'est un peu le début, de sa chute, psychologique. Là, il commence vraiment à voir que ça commence à devenir difficile et au fur et à mesure de l'histoire, donc c'est en 4 tomes, bah, il chute de plus en plus psychologiquement, malgré le fait qu'il soit très bien entouré parce qu'il a des très bons amis. Ils sont à peu près, autour de lui, ils sont 4, une fille et 3 garçons et les 2 premiers tomes, c'est assez comique, on rigole beaucoup. Moi, personnellement, j'ai beaucoup rigolé. C'est l'un des mangas auxquels j'ai le plus ri, de cette année. En vrai, c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année et sur les 2 derniers tomes, on change de registre. On passe du côté comique au côté, un peu dépressif, quête, bah, en gros, il est un peu en quête, de ce qu'il doit faire de sa vie. Surtout qu'après, dans le tome 2 il se passe un événement majeur. Donc je dirais pas quoi, mais ça a été vraiment un tournant dans sa vie à lui et bah, c'est surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'était surtout, la fin. Parce qu'en fait, l'auteur Minoru Furuya, il aurait pu s'arrêter à une certaine partie et il a décidé de rajouter quelques pages qui ont tout changé, toute la perception de l'histoire. Heu, on passe, d'une histoire, très, comment dire? Très, un peu spirituel et cetera, sur un truc, très, dark. Heu, dans ce que j'ai lu, moi de cette année, même de tout au cours de moi j'ai commencé à lire des mangas cette année. De tout ce que j'ai lu, c'est ce qu'il y a de plus dark, je pense. Ça a été, un tournant pour moi un peu, parce qu'en vrai je cherche moi surtout des œuvres qui sont très, moralisatrices, qui, permettent, de changer de point de vue dans ma vie à moi personnellement et quand je l'ai lu, il y a eu un avant et un après. Donc hem ça a été, ouais, un tournant cette année et moi j'ai 25 ans et j'ai conseillé ce manga à ma sœur qui a 40 ans, 40 ans, ouais et elle aussi elle a beaucoup aimé. Ça a été, pour elle aussi une très, très, très bonne lecture. On en a discuté beaucoup et même, l'évolution du personnage, elle est assez complexe parce qu'il est en quête, de sens. En fait, il cherche vraiment, à quoi faire parce qu'à partir du moment où il a décidé, que la normalité, c'était plus, la normalité parce qu'en fait, bah, sa vie elle était pas normale. Heu, C'était assez complexe, assez intéressant et c'est pour ça que je le recommande à tout le monde en réalité, toutes les personnes, surtout ceux qui n'ont pas aimé Bonnie Poon parce que c'est un peu du même registre. Bonnie Poon aussi, il est un peu en quête de sens, mais c'est plus une expérience, de vie qui est, on va dire, simple, même s'il a des difficultés familiales. Mais là sur, Imizu, c'est, plus complexe, plus dark et mais c'est plus rapide aussi. Donc il y a un peu moins de profondeur, dans la structure, mais dans le fond, je pense que ça va peut-être un peu plus loin et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi Émir pour ton avis sur Imizu. Ouais, je me retrouve un petit peu dans ton avis. Alors pour le coup, moi j'ai quand même bien aimé, Bonne Nuit Poun Poun, sans le considérer non plus comme un chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que, Imizu alors comment dire? Peut-être une bonne alternative plus courte, même si on est dans une histoire totalement différente, attention, hein. Mais je trouve que l'auteur Minoru Furuya, dans son style, a un peu d'inspiration de Inyo Asano, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun et aussi d'un autre auteur de Minetaro Mochizuki, notamment l'auteur de Dragon Head et cetera, de Shisakobe. On a un peu ce mélange des 2 qui va apporter à la fois toute la on va dire la dépression et la mélancolie, qu'on peut retrouver chez Asano et ce côté absurde qu'on peut retrouver chez Mochizuki et ça fait un savant mélange, je trouve et Mizu, moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert l'auteur et pareil, ça avait été, une belle claque, un manga bien dark sur l'introspection, avec ce personnage de Sumida qui est entraîné dans un espèce de cercle vicieux, infernal là et franchement c'était passionnant à suivre. Donc, moi j'avais adoré et je te conseille si tu veux continuer à découvrir l'auteur, Poison quotidien qui est pour moi son meilleur manga, encore au-dessus de Himizu et qui est génial aussi, toujours dans ce même style mais en allant encore plus loin, je trouve. J'aimerais juste rajouter sur Emizu, en fait, ce qui est particulier dans cette œuvre-là, c'est que il est extrêmement bien entouré. Il a une vie qui est très difficile, abandonné par ses parents et cetera. Mais il a des amis qui sont là pour lui tout au long de l'histoire, du premier tome jusqu'à la fin et malgré tout ça, lui, il fait que de s'enfoncer.
Même nous, on voit que, d'un œil extérieur, qu'il a des solutions, pour s'en sortir. Il est très bien entouré avec ses amis et cetera. Mais, je sais pas si c'est un choix, que lui, bah, après je sais que c'est des trucs, mais je sais pas si lui se rend compte qu'il a des possibilités de s'en sortir parce qu'il fait que de s'enfoncer et à la fin, bah, je dirais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment, ça a été vraiment une claque, personnellement aussi. Clairement. J'aurais une question, en fait, Oui. parce que là, le synopsis que tu viens de donner, Émir, ça me donne trop envie de le lire et je pense que ça résonne en moi. Ça attise ma curiosité et je pense que c'est le genre d'œuvre que j'aimerais. Par contre, les couvertures m'ont toujours un peu, comment dire ça? C'est à cause des couvertures que j'ai jamais vraiment, enfin, je suis jamais allée vers l'œuvre parce que je trouvais que c'était un peu horrifique. Est-ce que c'est horrifique dans les dessins ou pas? Non, et c'est pas spécialement horrifique. Par contre, il y a un peu une métaphore, de monstre. Par exemple, dans certains moments de l'histoire, on va voir un kappa. Mais ça, c'est surtout imaginaire, c'est dans la psychologie des personnages. Ça ils existent pas, il y a rien d'horrifique, mais c'est un peu pour, je pense, accentuer le côté, dépressif, le côté, dark et cetera. Mais, c'est pas horrifique, mais par contre, c'est très, très triste, très dark. On voit que ça fait que de s'enfoncer, enfin, le personnage s'enfonce dans son malheur et dans sa tristesse, donc, D'accord, donc les dessins, c'est plus réel et de temps en temps, tu as un kappa, c'est ça? ouais, mais c'est incapable, mais c'est en fait le personnage principal, il voit, je sais pas s'il s'imagine des choses, mais c'est plus, un monstre qui l'accompagne dans sa Ah! dépression, en fait. Ouais, c'est plus ça, tu vois? Ah, OK, Il y merci. a pas de monstre dans l'histoire, il y a pas de folklore, il y a rien de tout ça, c'est juste le personnage, lui, qui s'imagine des choses et vu qu'il s'enfonce de plus en plus, le monstre apparaît de plus en plus également dans le cours de l'histoire. OK, OK. Non, bah, je pense que, je vais vraiment essayer. Merci. T'en prie. Ouais, c'est pas un gros risque puisque c'est, 4 tomes, c'est fini en 4 tomes et ouais, c'est pour moi, c'est beaucoup plus un manga, psychologique qu'un manga d'horreur, Ouais. il y a assez peu d'horreur au final, quand on va sur Nautilus, par exemple, on voit que le premier genre qui est cité, c'est l'horreur, je suis pas forcément d'accord. On est vraiment beaucoup plus dans un manga, psychologique, hein. Ouais, complètement d'accord aussi. J'aurais une Même question aussi. J'entends Oui. que vous le comparez à Boni Poon Poon, Ouais. bien qu'il ait des différences. Est-ce que vous sauriez mettre le doigt finalement sur peut-être ce qu'il traite différemment euh, de Poon Poon, malgré les thèmes similaires? Dans Bonnie Poon Poon, en fait, moi après j'ai pas été jusqu'à la fin, j'étais jusqu'au tome 8. Donc moi, de ce que j'ai compris, c'était qu'en gros, le personnage principal avait un cadre de vie, on va dire, semblablement, normal, avec, des parents qui étaient, on va dire un peu conflictuels, mais globalement ça allait bien. C'est surtout que le personnage là, lui, il est, heu, comment dire dans les misos? Il est, très bien entouré. Il a une vie qui est un peu compliquée également, très pauvre et cetera, mais il est très bien entouré et malgré tout, il fait que de s'enfoncer. À un moment dans l'histoire, à partir du tome 2 ou 3, il s'est trouvé une mission qu'il essaye d'accomplir en 1 an, heu et s'il réussit pas, il aura un choix à prendre dans sa vie et c'est surtout ça qui va être différent. C'est, toute sa quête, parce que lui, il s'est donné une mission et c'est cette quête-là, il va essayer d'accomplir, ce truc-là, donc c'est principalement ça, moi, que j'ai remarqué, mais comme j'ai pas été jusqu'à la fin de Bonnie Poon Poon, je sais pas trop comment ça évolue vers la fin, donc Je vois, c'est la présence d'une quête, d'un point de fuite vers lequel l'histoire se dirige plutôt qu'une évolution un peu complexe, c'est ça? Ouais, mais il évolue quand même, mais plus vers le bas. En fait, il cherche pas à s'en sortir. Vraiment, même sa quête, elle est assez, destructive, pour lui et pourtant il continue, alors qu'en vrai, il a toujours des possibilités de s'en sortir et il est très bien entouré. Enfin, il a des possibilités de s'en sortir. Il peut, à peu près s'en sortir, parce que dans le tome 2, il se passe beaucoup de choses, mais il est très bien entouré, comme j'ai dit, de très bons amis. Il a certes plus sa mère, parce qu'elle elle est partie avec son petit copain, mais ouais, c'est surtout ça, surtout, il essaye d'accomplir cette mission-là tout au long du tome, 3 et 4. Ok, merci. Merci Émir et merci à tous. Voilà, vraiment, j'appuie, la recommandation d'Émir, Imidou, c'est génial et plus globalement les œuvres de Minoru Furuya, c'est des œuvres pas très connues, mais qui méritent de l'être. On a du coup Imizu, on a Poison quotidien, on a Saltiness qui est très bon aussi.
Bon, après, il y a Gerexis que j'aime beaucoup moins et qui est très, très absurde. Mais vraiment, ces 3 œuvres sont 3 œuvres, courtes puisque, Poison au quotidien fait 6 tomes, Imizu en fait 4 et Saltiness, il me semble que c'est 4 aussi, si je Ouais, me c'est trompe 4. pas. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas, c'est un super auteur. Bah, je trouve qu'il traite beaucoup, de tout ce qui est, évolution, psychologique des personnages dans Saltiness et la quête d'un grand frère vers sa petite sœur. Poison quotidien, j'ai pas lu et dans Imizu, bien, on va le traiter, mais c'est un auteur qui est, pour l'instant, avec Taiyo Matsumoto, l'un de mes auteurs préférés de 2026, donc Je comprends très bien pourquoi. Merci beaucoup Émir. On va passer, le micro à Kurapika qui va nous présenter Le prix du reste de ma vie. Alors oui, donc en effet, c'est bien ce que vais vous présenter. Le prix du reste de ma vie, il est édité en 3 tomes chez Delcourt Tonkam, mais moi je l'ai lu en ligne et c'est très bien passé. C'est l'adaptation d'un roman de Haru Miyake, et c'est aussi lui en fait qui se charge du scénario de l'adaptation en manga, donc elle est assez fidèle. Le manga va nous raconter l'histoire de Kusunoki. Quand il était enfant, il avait une imagination débordante, il se voyait déjà riche, marié à une de ses camarades de classe, ayant tout ce que les autres n'ont pas, mais 10 ans plus tard, la réalité le rattrape durement. Il est en grand manque d'argent, il est seul et sans avenir. Au détour d'une conversation avec un vieil homme, il apprend l'existence d'une mystérieuse boutique qui permet de vendre son temps de vie pour de l'argent. Désespéré, c'est ce qu'il va faire. Il va tout vendre, tout, sauf 3 mois. Alors maintenant que son temps est compté, et pour éviter les débordements, il va devoir être surveillé par une jeune observatrice qui est appelée Miyagi. Alors, entre retrouvailles d'enfance et quotidien, ils vont essayer de donner un sens à ces derniers instants. Tout ça avec quelques retournements de situation en prime. Déjà, c'est un manga dont j'entendais pas mal parler dans la communauté anglophone, par les critiques d'influenceurs déjà, et de par MyAnimeList, qui est un plutôt gros site de cotation et d'infos, où il a un excellent score. Je pensais que voilà, ce serait un peu surcoté finalement, parce que je n'en avais jamais entendu parler ici, mais en fait non. Du coup, moi, j'ai adoré ma lecture. Je pense que c'est une œuvre qui est très bien écrite. Je l'avais même recommandé à quelqu'un du Discord qui a pu la lire, et il a aussi beaucoup aimé. Déjà, au niveau des dialogues, c'est pas un truc que je remarque souvent, mais ici, ils apportent tous quelque chose. Ça parle jamais pour ne rien dire, en fait, et c'est fluide. Ensuite, la relation entre Miyagi, donc la surveillante, et le personnage principal, je l'ai trouvée tellement bien faite. Elle est douce amère, mais sans jamais être nihiliste. La fin est assez émouvante, et il y a un plot twist assez sympa. On n'est pas dans un manga un peu tire-larme, comme j'ai pu en lire dans Quand je ne serai plus là, par exemple. Donc, je quand même relativement apprécié, mais c'est pas, l'auteur ne force pas l'émotion en fait. Et c'est aussi un manga qui pousse à la réflexion. Il y a quand même des thèmes plutôt profonds. Je veux dire, on nous parle de la valeur de la vie, du temps qui passe. Et en plus de nous faire nous questionner sur ce qui fait vraiment notre bonheur, ça nous fait réaliser que nous aussi, on pourrait mourir bientôt. Merci beaucoup pour ce résumé, Kurapika. Je t'avoue que je connaissais pas du tout le manga avant que tu le présentes, ce qui est assez rare et au vu des couvertures et de l'histoire que tu présentes, ça a l'air super intéressant. En plus en 3 tomes, donc c'est pas non plus un gros investissement. Ça me donne bien envie. Je t'avoue que ça me donne bien envie, ouais. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont pu le lire ou qui ont envie de le lire. Ça rend tout le monde bouche bée, ton Oui, ton avis, mais en tout cas, ouais, ça donne bien envie et c'est bien, ces petites séries comme ça en 3 tomes, et le thème est vraiment intéressant. Donc c'est top et je pense que je me laisserai tenter à l'occasion avec grand plaisir et je vois bah, que ce serait dans le bien. chat, il y en a pas mal qui vont se laisser tenter aussi, donc ton avis a convaincu. Et Je suis j'aurais une content. question. Oui, oui. Je voulais savoir si après ta lecture, tu as eu envie de changer les choses pour toi ou ça t'a motivé ou quel a été ton est-ce que ça a eu un impact aussi sur la manière dont tu voyais la vie? Euh, J'avoue qu'il y a une scène qui m'a marqué vers la fin avec des. C'est plus la manière dont le personnage aborde finalement ces derniers instants. C'est quelque chose qui est assez profond finalement. Et j'avoue un petit peu en fait. Comme je dis en fait, ça nous fait prendre conscience que nous aussi on pourrait mourir bientôt. Bon, je suis désolé de répéter ce que j'avais déjà dit, hein, mais c'est, ça nous faut aussi nous poser la question qu'est-ce qui me rend vraiment heureux finalement? Qu'est-ce qui compte vraiment?
Donc j'avoue que oui plutôt. C'était une lecture. Je me souviens que j'avais lu peut-être les 2 derniers tomes à peu près d'une traite jusqu'à 2h30 du matin. Et puis je me suis dit ok c'est ça que je vais présenter. Donc je pense qu'on pourrait dire ça oui. OK, merci. Oui, non, ça donne envie. Merci. Et je sais pas si ça a été adapté en animé, mais c'est clairement le type de manga qui mériterait son adaptation, ouais. Mais je pense pas. Bah, très bien. Bah, en tout cas, merci, beaucoup Kurapika pour cette présentation. Je vous propose, on a fini avec les présentations, je vous propose de passer au débat. Et le débat d'aujourd'hui, c'est: peut-on vraiment séparer la qualité d'une œuvre du plaisir qu'elle nous procure? Je sais pas si Kurapika, tu veux nous faire un peu l'introduction de ce débat, vu que c'est toi qui l'avais proposé? Oui, je peux faire ça en effet. Donc, oui, donc le sujet que j'ai proposé, c'était peut-on vraiment séparer la qualité d'une œuvre du plaisir qu'elle nous procure? Je veux dire, est-ce qu'on peut dire qu'une œuvre est bonne ou excellente, même si on n'a pas eu de plaisir en la lisant ou en la regardant, même si on n'a pas aimé? Et aussi, qu'est-ce que c'est le plaisir pour vous? Parce qu'on voit souvent des œuvres comme Poun Poun, Horizon, Le Tombeau des Lucioles, qui sont soit dépressifs, soit limite bouleversantes en fait. Acclamés pour leur qualité, ce qui pose cette deuxième question qui est assez liée. C'est quoi le plaisir pour vous aussi dans ce cadre? Et voilà, je serais ravi qu'on en discute ensemble. Bah, merci pour ce débat déjà qui est, le sujet est très intéressant et en effet ça fait se poser des questions, hein, sur notre appréciation d'une œuvre. C'est-à-dire que moi, j'ai des fois ce sentiment avec certains auteurs qui sont très appréciés, dont j'apprécie aussi certaines œuvres. Mais est-ce que je peux dire que je ressens vraiment du plaisir à chaque fois? Je suis pas sûr et pourtant je loue la qualité de l'œuvre. Je pense que celui à qui on peut penser, c'est Taiyo Matsumoto où, c on reconnaît tous, enfin je pense que c'est évident que c'est l'un des auteurs les plus, talentueux, au niveau du manga. Pourtant, il y a certaines œuvres, moi, où je suis, un petit peu passé à côté. Qu'est-ce que j'ai en tête là? J'en ai pas forcément en tête là tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que là, je suis en train de regarder ma bibliothèque, mais au final, toutes celles que je regarde de Taiyo Matsumoto, c'est des œuvres que j'ai aimées. Mais on va dire Amer Béton, par exemple, je sais que c'est un manga très, très, très apprécié. Alors moi, j'ai bien aimé, et je reconnais la qualité de l'œuvre, mais je suis pas sûr d'avoir ressenti du plaisir en la lisant. Je sais pas si ça vous a fait pareil, vous, avec d'autres auteurs, d'autres mangas? Moi, ça a été le cas avec Bonu Poun Poun. Mmh. Alors moi, j'ai pas du tout aimé l'œuvre, mais je lui reconnais des qualités et je comprends pourquoi la plupart des personnes le considèrent comme un chef-d'œuvre. Mais je pense qu'on peut aussi, amener une autre question dans le débat. Enfin, c'est un peu, une question qui est liée. Là, c'est, est-ce qu'on peut aussi, reconnaître des qualités à une œuvre qu'on n'a pas appréciée? Et on pourrait se demander, est-ce qu'on peut apprécier une œuvre qui n'a pas de qualité aussi? Par exemple, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas Kingdom, parce qu'ils considèrent que c'est pas un manga historique et cetera. Mais c'est un manga, par contre, qui est excellent au niveau de la stratégie. Moi, c'est par exemple le cas, c'est mon manga préféré et je pense que ça dépend aussi également des expériences qu'on a vécues au cours de notre vie. Par exemple, toi, je sais, Camille, que tu as beaucoup aimé, Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Moi, c'est, pas mon œuvre préférée de l'auteur. Moi, c'est Le Journal de mon père, puisque j'ai, des liens avec l'œuvre. J'ai un peu hem le père, dans Le Journal de mon père ressemble un peu au mien, à mon père dans ma vie à moi et donc du coup, c'est pour ça que j'apprécie autant cette œuvre-là. Alors que Quartier lointain, j'ai pas réussi à accrocher. Donc du coup, je pense que toutes les lectures et toutes les appréciations qu'on a au niveau des séries, c'est surtout lié à nos expériences de vie. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Émir. En effet, je pense que, le vécu de chacun, est fortement lié à l'appréciation de l'œuvre qu'on va avoir. En effet, c'est peut-être pour ça que toi, Quartier lointain, ça t'a moins touché. Là où moi, Quartier lointain, en fait, c'est hyper lié, à alors pas à l'histoire en elle-même, mais à ma passion du manga puisque c'est, un petit peu le 1er manga que j'ai lu, hors gros shonen et quand j'étais, très jeune. Donc et je l'ai relu à plusieurs époques différentes de ma vie. Ce qui fait que je pense que c'est comme ça que son importance a grandi aussi dans mon cœur tout simplement. Mais ouais, pour revenir à ce que tu dis, je trouve ça intéressant de se dire que, de faire un parallèle entre, toi, ta personnalité et l'œuvre que si tu vas l'aimer ou non. Je pense, pour ça que peut-être que Bonne Nuit Poun Poun va plus parler à certaines personnes qui ont vécu ce genre de choses, la dépression et cetera, plus qu'à des personnes qui l'ont moins vécu ou qui l'ont vécu différemment.
Là aussi où tu en parlais tout à l'heure, Kurapika, pour introduire, est-ce qu'on peut vraiment prendre du plaisir en lisant des œuvres comme Horizon, enfin des œuvres de guerre, des œuvres très dures? C'est vrai que c'est difficile à mettre le mot plaisir là-dessus, mais il y a quand même un certain plaisir de lecture, je trouve, un plaisir à voir une œuvre aussi bien construite, aussi bien amenée. Et moi, je peux le dire, hein, même si l'œuvre est très très dure, l'œuvre d'Horizon par exemple, j'ai quand même ressenti du plaisir en la lisant et ça reste pour moi l'une des meilleures séries courtes que j'ai pu lire, parce que je me rendais compte au fil de ma lecture à quel point l'œuvre était puissante. Voilà. Oui, je trouve que c'est un peu énigmatique que finalement on peut être dérangé par une œuvre, voire peut-être bouleversé en soi. Alors comment est-ce qu'on peut dire que c'est bien si au final on n'a pas passé un bon moment? Pas de wow, pas de suspense, pas de feel good, rien. Maintenant, moi-même, je suis un grand fan de drame et de trucs dérangeants, mais j'ai jamais compris comment c'était possible finalement. Quel est le mécanisme derrière? Hem, Moi, j'ai trouvé ta question très, très pertinente et donc je me suis mis à réfléchir et en fait, je me suis rendu compte que je lisais pas forcément pour avoir du plaisir, mais je lisais pour, ressentir quelque chose. Donc une émotion, soit j'avais envie de rigoler, soit j'avais envie de développer, mon empathie, soit j'avais, envie enfin de découvrir des choses parce que j'aime bien aussi les mangas qui sont un peu, ludiques ou historiques. Donc l'essentiel pour moi, c'est vraiment que, je ressente quelque chose. Donc peu importe ce que c'est, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'angoisse, mais je trouve que, ça permet d'ouvrir mon ouverture, d'esprit. Oh, c'est redondant ce que je dis. D'accentuer mon mon ouverture d'esprit et aussi mon sentiment ou enfin mon niveau, d'empathie et qu'avec ce prisme et c'est comme on apprend les choses soit en les expérimentant soi-même, soit en écoutant, les personnes autour de nous ou par la lecture aussi et je trouve que ça nous apprend à comment dire? À évoluer dans la vie. Donc chaque lecture nous apporte quelque chose et on peut voir les choses de manière différente ou même si c'est que des gags parce que, par exemple, j'adore, Oshi dans le jardin des filles, je pense, ça me fait rire, et puis voilà quoi, ouais, ça peut être dans tous les sens, mais je recherche pas du plaisir quand je lis. Et aussi le fait de ressentir des émotions, j'ai l'impression que ça me rend, vivante, ancrée dans la vie. Donc je pense que le pire qui puisse nous arriver, c'est de plus rien ressentir. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est pour ça que je lis et le fait de me trouver que, comment dire ça? Et entre une bonne œuvre ou le fait qu'on l'aime bien, je trouve que pour moi, à partir du moment où une œuvre réussit à toucher quelqu'un, elle est bonne. Parce qu'il y a pas vraiment de recette, parce que sinon ça devient, artificial intelligence si on utilise des des concepts, qui sont lisses. Donc voilà, mon opinion. Oui, je suis content, je me permets de rebondir, hein. Écoute, je suis content que j'ai pu te faire te questionner finalement. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire avec les émotions, tout à fait. Hem, c'est un peu ce que je recherche aussi, hein. Je veux dire, hem, je vais prendre un exemple, en animé cette fois. Par exemple, un de mes animés préférés, récemment, c'est Violet Evergarden, et c'est quand même une œuvre qui est pas joyeuse finalement. Là où elle est pas dépressive comme, on pourrait le voir avec un Poon Poon, My Broken Mariko et cetera, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui émotionnellement est pas toujours facile. Ça traite de thèmes comme, le stress post-traumatique, le PTSD, la guerre, Mmh. hem, les sentiments. Donc, voilà et aussi, par rapport à l'ouverture d'esprit, c'est vrai que il y a des œuvres, qui nous font grandir, pas forcément, en manga ou animé, même si on a, hein, je me permets de prendre un exemple, en fait non, je vais pas me permettre de prendre cet exemple pour ne pas spoiler. Donc, par exemple, voilà, Bunny Poon Poon, c'est une œuvre qui m'a marqué aussi. Je sais pas si on pourrait vraiment dire que ça m'a ouvert l'esprit, mais malgré que ce soit très sombre, très, très nihiliste carrément, c'est
voilà, c'est quelque chose qui nous fait vraiment ressentir des émotions, donc oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit et je peux pas justifier, mais je suis d'accord avec l'ouverture d'esprit aussi. Mmh. Mais question Et très pertinente, hein, parce que vraiment, je me suis j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, je dois dire. ah non, le sujet du débat est top et là, j'entends un manga qui revient quand même beaucoup depuis le début, c'est Bonne Nuit Poun Poun et pour moi, le fait qu'on en débatte autant sur, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce que, c'est un manga qui nous a touchés, pourquoi ça nous a pas touchés et cetera, fait pour moi que c'est quand même une œuvre de qualité par définition parce que, elle suscite le débat et elle suscite, la différence entre nous aussi, c'est-à-dire de cette différence de perception. Et ça veut dire que c'est un manga qui s'adapte vraiment à son, heu, qui va vraiment correspondre à un certain type de lectorat et qu'un autre type de lectorat va le prendre autrement et je trouve ça super intéressant. Du coup, ça me donne du même envie de le relire, à Bonne Nuit Poun Poun, parce que je trouve ça super intéressant que ce soit un manga qui fasse, autant débat et il y a assez peu de mangas qui font, qui ont autant de gens qui le détestent que, qui l'adorent. Donc ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai que la bibliographie d'Asano, elle est assez, clivante, elle est assez ouais, controversée, je pense. c'est ça, clairement et le sujet de ton débat m'inspire autre chose, c'est que, si on prend la question dans un autre sens, on va avoir tous des lectures coupables ou des animés coupables, qui aujourd'hui, maintenant qu'on a lu un peu plus de mangas, qu'on a vu un peu plus d'animés, des trucs un peu plus profonds, on va se dire: «Oh, c'est quand même bas de l'échelle et cetera, au niveau du scénario, au niveau de tout ça», mais on passe quand même un super moment. Et est-ce que c'est pas ça le plus important au final, de prendre du plaisir en regardant quelque chose ou en lisant quelque chose? Je sais pas si je peux prendre un exemple là, tout de suite, mais on va parler que enfin, ça me fait du mal de dire ça de ce manga, hein, mais un Dragon Ball qui est quand même pas un manga avec un scénario, incroyable en soi, mais qui pour moi reste l'une de mes œuvres préférées parce que, je pense que c'est l'une des œuvres que je prends le plus de plaisir à lire ou à regarder. Est-ce qu'on n'est pas dans ce débat-là où on se dit, le plaisir, prime sur la qualité du scénario ou autre? Bah, Camille, moi je trouve que le scénario est extraordinaire. Désolée. Bah, non, alors je suis d'accord avec toi, le scénario est extraordinaire, mais aujourd'hui, face à d'autres lectures qu'on a eues depuis, ça peut paraître assez, bateau le fait, dès que tu meurs, tu te fais, faire revivre par des boules de cristal, ça paraît peut-être un peu facile par moment. Là où, et je sais que c'est une œuvre qui peut être critiquée pour ça des fois. Moi je trouve ça génial, hein, personnellement, mais je sais que j'ai entendu des avis, par rapport à son scénario qui étaient parfois un petit peu faciles, quoi. Mmh. Oui, voilà, il y a la nostalgie qui rentre en compte Ouais, aussi, je suis sûrement qu'il y a d'accord, hein. la nostalgie, je pense que je peux pas être, comment on dit, objective, donc je vais me Voilà, taire. non, mais je suis d'accord. Moi, c'est difficile d'être objectif aussi sur Dragon Ball, hein, mais voilà, est-ce qu'il y a pas des œuvres comme ça où on a un peu ce plaisir coupable et est-ce que c'est pas ça qui est important? Ça me fait penser un peu aux films de Noël qui sont pas terribles, mais qui vont nous faire passer un bon moment à une période donnée, quoi. Il y a une œuvre dont j'aimerais bien parler, qui est sortie récemment, c'est le Lézard Noir, c'est Fuji sur ton chemin. C'est une œuvre à laquelle je trouve il y a pas de je dirais pas de grande qualité, mais il y a pas un scénario qui est très développé, un ouais, un scénario qui est très développé, mais pourtant c'est une œuvre dans laquelle je prends énormément de plaisir. À chaque fois que je la lis, j'ai le sourire. Le personnage principal est, très touchant. Il vit sa vie, comme il l'entend, sans penser aux autres et pourtant, il y a pas un scénario qui est très développé, il y a pas de rebondissement, il y a pas des choses auxquelles on s'attend dans des œuvres plus classiques, plus traditionnelles. Donc, je pense Ouais, que je te c'est rejoins, sûr Émir. Ouais. c'est surtout les émotions qu'une œuvre nous procure parce que là, je me sens très bien, très apaisé quand je regarde Foudier. Ça me fait moi me remettre en question en me disant, «Ouais, un peu comme ci, un peu comme ça», alors que lui, il est comme ci et lui, il est comme ça et cetera. Mmh. Moi, je trouve ce qui est fascinant dans cette œuvre, c'est qu'elle remet, en avant le fait d'être authentique. Qu'en fait, lorsqu'on est authentique, on attire les gens autour de nous et je pense que c'est ça le charisme aussi ou que, enfin de mani c'est très dur d'être authentique donc ça montre à quel point, c'est une force de pouvoir l'être. Exactement. Mmh. Parce que je trouve que, par exemple, Foudy, ça peut être un exemple de vie, même pour nous. Par exemple, lui, je sais qu'il aime bien, tester un peu à tout. Il fait de la guitare, il fait de la cuisine et cetera
Et quand Mmh. nous, soit on est, très flemmard, soit, par exemple, pour des personnes très matérialistes et quand on se compare à lui, on se dit, bah, en fait, on peut prendre exemple sur un personnage, qui n'est pas réel, donc je pense que chaque œuvre peut nous influencer, dans la réalité. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Dans, par exemple, une œuvre qui a pas un scénario incroyable, je rebondis sur ce qu'Emile dit. C'est, c'était qui avait été présenté. C'était Mon Petit Nid Douillet. En fait, c'est un manga qui est tout en couleur, qui est à moitié sur un artbook finalement, euh, où en fait on va suivre on va suivre l'appartement de cinq jeunes filles au Japon et comment elles l'aménagent, etc. C'est assez basique. Enfin, c'est pas que c'est basique, c'est qu'en fait il se passe pas énormément de choses. On peut même dire que c'est assez répétitif finalement, hein. Peut-être que la vibe cosy elle est un peu forcée, mais pour autant j'ai passé un beau moment parce que voilà, on se sent bien. Il y a très jolis dessins avec tout en couleur, euh, donc des jolies métaphores. Donc moi j'ai beaucoup aimé, même si je pense que c'est pas exceptionnel en soi. Je pense aussi au Murmure des herbes sauvages. Ici, enfin, oui, au niveau du scénario, encore une fois, c'est assez plat. Bon, maintenant, il y a des beaux dessins, mais j'ai quand même bien aimé en soi parce que voilà, on ressent des choses en fait qu'on ressentirait pas avec une grande œuvre complexe à la Vagabond, à la Berserk, Poun Poun, etc. Quelque part, pour ma part, justement, comme si je n'aime pas une œuvre, sur le moment, je la mets un peu de côté et j'attends un petit peu, parce que je la garde parce que pardon, je suis touchée par le dessin, par le découpage, et en fait, le fait de me dire, bon, là, c'était peut-être pas le moment, je le mets de côté, ça a été, moi, pour le coup, ça a été par exemple le cas de Sorcière de Igarashi. J'ai lu le premier tome, le deuxième, je l'ai un peu mis de côté. Et puis récemment, par contre, j'ai adoré le dessin. Et récemment, j'ai vu le truc du renard doré, Le petit monde de Kabocha. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas retenter. Donc quelque part, je me dis que peut-être pas tout revendre à chaque fois, mais laisser sa chance un petit peu à l'œuvre un peu plus tard, quand ça sera le moment. Je sais pas si ça le fait pour vous. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a souvent un timing aussi, hein, pour lire une œuvre. Tu peux ne pas l'aimer à un moment T parce que t'étais pas du tout dans le mood pour la lire ou peut-être que t'avais besoin de lire d'autres choses avant de lire ça. Et il y a des moments où c'est pile le bon timing et c'est là que tu vas l'adorer. Et je pense que, l'auteur que tu cites, hein, Daisuke Igarashi, c'est pile, le genre d'auteur où, faut être un petit peu dans le mood quand même pour lire ses œuvres. Alors le Petit Monde de Kabocha excepté puisque pour le coup, c'est l'un de ses plus accessibles, mais pour Sorcière ou pour Les Enfants de la Mer, pour Designs et cetera, je pense que c'est des mangas où tu peux pas les lire à n'importe quel moment de ta vie ou de la journée ou, voilà, faut choisir le moment. Oui, moi aussi, ça m'arrive souvent. Surtout quand la lecture est un peu exigeante ou parfois, oui, je passe à côté et après je découvre que c'était bien. Ou je lis des choses que tout le monde adore et j'aime pas du tout, donc comme Dan Dadan. J'ai jamais compris pourquoi c'est aussi populaire. J'ai essayé, mais j'ai essayé à plusieurs reprises, mais ça m'a jamais, comment dire ça? Enthousiasmée. Ouais, ça c'est Je suis les d'accord. goûts et les couleurs, hein. Bien sûr, Mmh. tout le monde peut, et tu vas avoir un effet de foule des fois sur un manga, moi je me rappelle, j'avais acheté, Jujutsu Kaisen pour cette raison, parce qu'il y avait eu cet effet de foule aussi, et je voulais, comprendre pourquoi tout le monde aimait ce manga et j'ai jamais réussi à rentrer dedans et je pense que voilà, c'est encore une fois, on en revient au fait que, chacun a des goûts différents aussi, une appréciation différente des mangas, ouais. Mmh. Jujutsu Kaisen, Mais ça a au peut-être été aussi porté par son animé grâce aux bandes son et à l'animation de Mappa. Donc c'est peut-être un Ah oui, cas un je peu pense, hein. spécial. Ouais. Ouais, ouais. mais même chez un même auteur, il y a plein de séries qu'on peut, absolument aimer et d'autres un peu moins. Par exemple, moi, c'est mon cas, Taiyo Matsumoto, c'est mon auteur préféré. J'ai, surkiffé Amer Béton, Sunny et cetera et Ping Pong, ça a été pour l'instant un peu une déception parce que je m'attendais beaucoup. J'avais beaucoup de retours très, très, très positifs et j'ai pas retrouvé ce que je retrouvais, dans les autres œuvres avec, beaucoup,
il y a toujours un lien, humain à humain, mais c'est moins touchant, je trouve, que les autres œuvres. Moi, c'est surtout ce que j'aime, c'est être touché. Par exemple, chez Horizon, c'est 2 petits enfants touchés par la guerre. Imizu, c'est le personnage principal qui a une vie qui est très difficile. Hem, si on peut pas être convaincu par toutes les œuvres d'un même auteur, même si c'est mon auteur préféré aussi, par exemple. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis ce qui me fait me poser une question aussi. Est-ce que le fait de lire des avis positifs sur une œuvre avant de la lire va pas nous influencer aussi sur notre lecture? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas se dire, «Bah, faut à tout prix, vu que le manga a été aimé, il faut à tout prix que je trouve les qualités de ce manga», alors que, bah, à la lecture, on va se dire: «Bon, en fait, pourquoi c'était le cas?» Peut-être que toi, c'était le cas, Majdoune avec Dan Dan, tu en as entendu beaucoup de bien et quand tu l'as lu, tu essayais de trouver pourquoi tu en avais entendu autant de bien alors que toi, ça t'a pas du tout touché. Ça peut être pareil pour toi avec Ping Pong. Moi, ça a pu être pareil avec d'autres mangas aussi qui m'ont été survendus et que j'ai pas forcément apprécié à ma lecture. Donc je pense qu'on a cette influence aussi des fois, Mmh. qui peut nous parasiter, C'est vrai. Mais après, je m'en plains pas parce que, je découvre la plupart des œuvres que je lis par le biais d'avis. Donc si de temps en temps, il y a des avis qui sont surcotés ou qui me correspondent pas, c'est pas grave. Pour toutes les belles, trouvailles que je trouve à côté, c'est pas cher Totalement payé. d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour un tout petit peu pourcentage de déchets, franchement, au vu de tout ce qu'on découvre, les uns grâce aux autres, c'est quand même très positif d'avoir, voir, autant d'émulsions autour du monde du manga ou de la BD et cetera et de pouvoir découvrir des œuvres comme ça. Je pense que sans les avis de certains, youtubeurs ou de certaines personnes sur le Discord ou certaines personnes sur Instagram, il y a des œuvres sur lesquelles je me serais jamais penché et au final aujourd'hui ça fait partie de mes séries préférées donc c'est top. Absolument. Personnellement, j'ai un peu le biais en positif, c'est-à-dire que si je vois énormément d'avis positifs sur une œuvre et du coup des avis, on va dire précis sur les qualités, j'aurais plus tendance à les repérer en fait dans la lecture et du coup ça fait en sorte que j'ai un avis qui sera plus positif euh, et, euh, et si je vois 50 000 personnes finalement sur par exemple des sites de critique etc qui crient au chef-d'œuvre finalement j'aurais un petit peu du mal à dire que c'est de la merde même si c'est pas forcément quelque chose que j'aurais apprécié. Mais donc Mmh. oui, personnellement j'ai le biais en positif. J'ai jamais eu l'inverse finalement. Enfin, j'ai eu quelques fois, mais pas trop quoi. Mmh. Ouais, bah, tant mieux, tant mieux. Non, moi, ça marche pas spécialement comme ça. Par exemple, moi, il y avait une œuvre que j'ai lue, qui m'a été conseillée. C'était «L'Abysse» de Yoshiharu Tsuge. J'avais lu et j'avais pas du tout apprécié. Mais par contre, après, quand j'en ai parlé avec les membres du Discord, il y a un contexte qui a été remis en place, même avec la préface et la postface, et cetera. Il y a un contexte qui est remis, donc du coup, ça permet un peu de comprendre dans quel contexte elle a été écrit, cette œuvre. Ça permet aussi, peut-être de rattraper certains points. Mais sur cette série-là précisément, je l'ai revendue dans tous les cas. Mais, il y a beaucoup de séries et ça permet de rattraper, je suis d'accord. Est-ce que ce débat vous suscite d'autres interrogations, d'autres réflexions, Peut-être rapidement, j'ai un cas particulier en fait qui est celui de Vinland Saga. Vinland Saga, c'est un animé que j'ai vu. Alors j'ai pas tout vu, mais j'ai vu quand même une bonne partie quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça m'avait pas marqué. Franchement, j'avais pas aimé finalement. Pourtant, si on me demande est-ce que Vinland Saga c'est bien, ben, je vais répondre oui finalement parce qu'en fait je sais moi-même que j'avais pas la maturité en fait à l'époque quand même pour voir ses qualités. Je dirais oui, c'est par exemple le personnage principal il est très bien écrit etc. Donc voilà, ça m'intéressait de savoir si j'étais un peu seul dans mon délire parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, pas forcément le cas de Vinland Saga mais en général. Hem, Moi, je sais que bon, Vinland Saga, j'adore, mais par contre, il y a eu un manga, dont on a beaucoup parlé et Camille t'en a beaucoup parlé, La chanson de Lala, je crois. Tout le monde a adoré et moi, je suis totalement passée à côté, mais je dirais pas que c'est une mauvaise œuvre. Je dirais juste que j'étais un peu hermétique et que, j'avais pas eu envie de continuer. Mais je pense vraiment que je suis la seule, hein, parce que donc c'est peut-être un peu comme toi pour Vinland, Saga. Mais ça en dit plus sur, peut-être nos goûts à l'instant T que, la qualité de l'œuvre. Oui, Vinland Saga c'est une aventure que j'aimerais bien retenter finalement, qui est C'est vraiment assez- bien, franchement, hein.
Oui, je le dis moi-même, en fait, hein. Et pour l'avoir relu dans son intégralité récemment pour la sortie du dernier tome, je confirme, pour moi ça fait partie des œuvres, vraiment, les plus magnifiques que j'ai pu lire en manga, c'est incroyable. Mais ouais, je comprends ce que tu dis, aussi, Majdoline, par rapport à la chanson de Lala, c'est vrai que quand tu vois comme ça, tout plein de personnes et assez peu d'avis, négatifs et que toi, tu passes à côté de la lecture, tu te dis: «Bah, attends, c'est moi le problème ou est-ce que c'est juste que c'est pas fait pour moi?» En fait, c'est juste que c'est pas fait pour toi et que voilà, on a tous des goûts différents aussi et que, il y a certaines lectures qui vont, toucher, la majorité mais il y a une minorité qui va pas du tout être touchée parce que, bah, tout simplement c'est pas leur truc ou, où il y a un truc qui leur a pas plu dans l'œuvre, tout en ne niant pas la qualité de l'œuvre en général, quoi. Moi, j'aimerais juste rajouter un truc. Je trouve que dans certaines œuvres, la relecture est très importante aussi. Que par exemple, Tower of John, après j'ai pas relu l'œuvre, mais je considère qu'avec une relecture, la compréhension est beaucoup mieux parce que moi, c'est la première fois que je lis du Tsutomu et assez difficile à comprendre, le premier tome, mais avec une relecture et même l'évolution, du tome 2, 3 et 4 et tout, j'apprécie de plus en plus l'œuvre. Donc je pense aussi, il y a certaines œuvres, qui ont besoin, d'une relecture ou même d'une évolution, dans le temps, genre par exemple lire la même œuvre à 20 ans ou à 30 ans, c'est pas pareil. Ouais, ça c'est clair et je pense que Tuto Meunier, c'est un bon exemple aussi à aborder. Alors moi, j'ai jamais eu lu d'œuvre de lui parce que ça me fait un peu peur, parce que j'entends énormément d'avis sur le fait que ses dessins sont incroyables, mais on comprend rien à ce qu'il veut raconter. Et c'est vrai que ça me gêne un petit peu et j'ai l'impression que, il y a tout un public qui adore Tuto Meunier juste pour la beauté de ses dessins et qui va pas aller, enfin qui s'en fout un peu de pas comprendre ce que l'auteur veut faire passer comme message et j'ai l'impression même dans certains avis que j'ai lus que l'auteur lui-même, heu, s'en fout un petit peu du fait que qu'on comprenne pas ses œuvres. Est-ce que pour vous ça peut être une manière d'apprécier un manga, d'apprécier par exemple juste le dessin et de pas forcément, comprendre grand chose à ce que l'auteur veut raconter? Pour moi, oui, surtout quand j'ai commencé les mangas à l'époque, il y avait très, très peu de séries. Dans les années, fin 90, il y avait vraiment, je crois 7 ou 8 séries, dont, c'était quoi? Video Girl Eye, Angel Sanctuary, c'est ressorti là récemment, Oui. Sanctuary Angel? Something like this? Ça vous parle? Angel Sanctuary. Ouais, c'est ça. Yes, this one. Et donc je sais que j'étais pas touchée du tout par l'histoire, mais je trouvais les dessins trop beaux. Donc en fait, j'achetais les mangas plus pour les dessins et qu'il y avait pas encore énormément de choix, donc c'était plus pour la beauté du dessin, j'achetais les mangas, sans forcément être touchée par l'histoire. Mais maintenant je le fais moins parce qu'il y a beaucoup plus de choix et donc je peux concilier les 2. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bah, le dessin, ça fait quand même partie des critères, enfin, pour moi, en tout cas, de mes critères importants pour choisir un manga. Mais je pense qu'aujourd'hui, le dessin seul ne me suffit pas. Alors peut-être qu'en effet, à l'époque où il y avait assez peu de mangas, c'était, enfin, on n'avait pas trop le choix et puis il fallait prendre ce qui sortait. Maintenant qu'on a beaucoup de sorties, en effet, j'ai du mal à concevoir que d'acheter un manga qui a juste un bon dessin, mais dont l'histoire me touche pas ou que je comprends pas tout simplement. Mais à l'inverse, est-ce que, par exemple, tu arriverais à prendre ou à lire ou à prendre plaisir, par exemple, à lire une série où le dessin, est nul, par exemple, mais l'histoire est extraordinaire, comme par exemple, Mob Psycho 100? Je sais que l'histoire est très bien, mais les dessins sont catastrophiques. Bah, Est-ce que tu j'ai du arriverais ou mal. pas? Justement, ouais, ouais, c'est une bonne question. OK. Je pense que j'ai du mal aussi parce que ça reste un critère super important et c'est ce qui va me sauter aux yeux en premier, hein, comme beaucoup, je pense. Et en effet, par exemple, la Mob Psycho 100, j'y vais pas pour ces raisons. Donc ouais, non, non, c'est le dessin reste très important. Alors je peux me dire que je vais lire une œuvre dont, j'apprécie pas énormément le dessin, mais parce que, c'est ma propre interprétation, et ça va pas me ça va aller parce que l'histoire est géniale. Par contre, un manga où le dessin est vraiment pas bon, heu, j'aurais du mal, j'aurais du mal. Après, il y a aussi des auteurs un peu comme, Taiyo Matsumoto, où le dessin, moi, je trouve qu'il est excellent, mais il peut ne pas plaire à certaines personnes. Il a un trait, très particulier, il est très, inspiré et influencé par, la BD française et belge
Je sais que dans les années 90, il avait fait un tour, ici mais je trouve que c'est aussi important, ouais, le dessin que le scénario. Ah oui, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes, et moi c'était un peu mon cas avant de me mettre à Taiyo Matsumoto, j'étais freiné par son dessin parce qu'il était, tellement à part, tellement original que, qu'au début je le trouvais moche, hein, je vais pas mentir, hein, je trouvais, le dessin me plaisait pas. Puis en fait, c'est quand on commence à feuilleter les pages, quand on commence à vraiment comprendre pourquoi son dessin est comme ça et l'importance que ça a pour l'œuvre en elle-même et même que ça fait partie du personnage en fait, hein, que là on commence à vraiment l'apprécier à sa juste valeur, ouais. Moi, je pense que ça me dérange moins parce que j'aime bien les choses imparfaites. Donc même si ça a l'air un peu moche ou même si les traits ou c'est pas il y a pas beaucoup de structure ou beaucoup d'ombre ou je pense que si l'histoire m'intéresse, je peux passer outre et j'ai en tête, par exemple, L'Attaque des Titans. Enfin, quand ça sortait, les premiers tomes, les dessins n'étaient pas très appealing, hein. Mais malgré tout, je sais que oui, je peux passer outre, le trait. Ouais, je pense à un autre manga aussi, qui s'appelle Demande à Modigliani chez Laban. Ah oui, je C'est l'ai vrai lu. que le trait est pas incroyable, hein, on va se le dire. Enfin moi en tout cas je Ouais, l'ai pas trouvé incroyable. Par contre l'histoire est tellement belle qu'on mmh, qu'on passe au-dessus, pour le coup. je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, j'ai eu le cas en librairie récemment. En fait, My Broken Mariko, j'aime bien les œuvres un peu comme ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais tenter. J'ai pris donc le one shot. J'ai ouvert et j'avoue que le style me parut assez. Enfin, il m'a pas vraiment plu en fait. Après, je sais pas, après, je suis peut-être biaisé parce que je reviens de Kentaro Miura et Inyo Asano, mais je sais pas. Donc, en fait, ça m'a empêché de le prendre finalement parce que je l'ai pas acheté. Donc, voilà. Ça par exemple, c'est l'une des œuvres où je te conseille peut-être de passer outre parce que pareil moi quand j'ai feuilleté, My Broken Mariko au début, et même je vais te dire à ma première lecture, je pense que ça le trait m'a tellement pas, c'était pas un trait que j'appréciais et puis, l'histoire en plus, à ma première lecture, j'avais pas adhéré. Puis j'ai eu une deuxième lecture, une troisième lecture, une quatrième lecture et au final, je trouve que c'est un one shot génial aujourd'hui donc, parfois, il faut peut-être un peu pousser aussi, je te le conseille en tout cas avec My Broken Mariko parce que ça vaut vraiment le détour. Tu penses qu'il faut plusieurs lectures parce que c'est complexe, un peu comme la musique de Marie ou Nijigahara. Non, je pense pas que, alors, Nijigahara holographe pour le coup, ouais, là, il faut pas plusieurs lectures parce que c'est complexe. Mais pour un My Broken Mariko, c'est pas complexe, c'est juste ma première lecture, on en parlait tout à l'heure. J'étais pas du tout dans le mood de lire quelque chose d'aussi, déprimant et donc du coup, je suis totalement passé à côté et là où à d'autres moments où je l'ai relu, c'est beaucoup mieux passé pour le coup. Ok, pas merci. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour, après, à part s'il y a d'autres personnes qui souhaitaient s'exprimer. Du coup, on va pouvoir clore ce podcast. Merci à toutes et à tous pour ces présentations. On a eu des présentations vraiment de qualité, de mangas qui donnent vraiment envie. J'ai beaucoup apprécié le débat aussi. Je pense que ça a été un petit peu le cas de tout le monde, mais on est parti assez loin dans le débat au final. Mais c'est pour moi le résultat d'un bon débat aussi de pouvoir partir un petit peu dans tous les sens parce que ça montre que ça ouvre plein de cases dans nos têtes et que ça nous fait réfléchir à plein de choses. Donc merci Kurapika pour cette bonne idée de débat. Euh, pour la suite, on se retrouve du coup en septembre, puisqu'on fera une petite pause en août, la petite pause estivale. Bon, même si on a fait une petite pause de 2 mois avant ça, on s'autorise quand même cette petite pause d'août. Et on se retrouve à la rentrée. Alors, je ne sais pas encore pour quel format, si ça sera un format avec un invité ou un format thème libre comme aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant sur le Discord selon l'évolution de nos contacts avec d'éventuels invités. Mais en tout cas, on espère vous voir aussi nombreuses et nombreux pour le 15e épisode qui sera le prochain. Et merci pour votre fidélité. On est déjà à 14 épisodes et j'espère que ce podcast pourra durer encore dans le temps comme ça grâce à vous. Merci beaucoup. Merci.